À, à t'entendre, on est un peu déçu parce que imaginez le nombre de personnes qui existent sur Terre avec le nombre de schémas. Vous aurez beaucoup de travail hein, pour, pour toutes ces personnes qui sont construites dans leurs schémas respectifs. Est-ce qu'il y a une normalité humaine, sachant que nous sommes uniques et dans notre construction familiale de ce que nos parents, forcément, j'imagine que les parents ont notre parcours. Comment déceler et comment aider ces gens-là? Alors, est-ce qu'on aide par rapport aux problématiques qu'ils ont rencontrées? Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas ces problèmes-là de couple et qui en ont d'autres. Est-ce qu'il faut passer par des spécialistes systématiquement pour déceler ou un travail à faire avant sur soi et à travers les livres, comme vous avez dit, pour se découvrir? Parce que ne pas se mentir, c'est mieux se connaître et découvrir ce schéma-là qui n'est pas bon pour nous et le contrer et pouvoir l'adopter par rapport à ce que vous allez dire là. Est-ce que c'est... Eh ben, ma manière à moi d'aider un petit peu, de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est déjà de travailler sur mes propres schémas. Je peux vous dire que c'est du boulot, hein, et en parler sans, en parler sans fierté, en parler sans honte, mais en parler tout simplement parce que c'est intéressant et que moi ça m'aide beaucoup, que ça a sauvé mon couple et que ça peut en sauver d'autres, tout simplement. Après, non, je ne vais pas m'occuper de tous les schémas de tous les gens de la Terre, j'ai suffisamment avec les miens, merci. Alors, il y a une main derrière. Oui, alors je voulais juste dire, je voulais juste dire, si je comprends bien les schémas d'inadaptation, voilà, c'est en fait c'est un engrenage. J'ai, par exemple, j'ai soit une méfiance ou enfin j'ai en tout cas j'ai mes manquements, j'agis par rapport à ça, ce qui du coup fait que soit dans ma relation avec les autres, fait que du coup il y a je vais dire du coup un manquement aussi, et du coup par rapport à ce que je fais, la personne réagit de telle façon, mais en réalité la manière dont la personne réagit c'est ma peur à moi. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, j'ai compris. Euh, c'est quelque chose d'assez typique. C'est le fait que des gens qui ont des schémas complémentaires s'attirent. Un exemple concret, pour être tout de suite dans le concret. Je suis pasteur, je ne vais pas vous dire le nom de l'église, d'une petite église en région parisienne. Bon, je rencontre une jolie jeune fille, 21 ans. Elle a un copain dans l'église. Puis un jour, je la vois, elle a un œil au beurre noir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait mal? Elle me dit, bah non, c'est mon copain, il m'a tapé. Son petit copain, j'ai pas dit son mari ou son fiancé, c'est aussi grave dans le cas que dans l'autre, je veux dire, mais c'est juste un petit copain, quoi. Je veux dire, c'est encore très informel. Euh, elle dit, ah bon, et ça arrive souvent, ça? Je dis, oui, de temps en temps, je le provoque, alors il me tape, quoi. Et donc, je suis surpris d'entendre ça, parce que j'ai connu ça dans les familles de la génération des parents. Je ne dis pas que ça n'existe plus, ça existe toujours, partout, dans toutes les générations. Mais c'est quand même quelque chose qui, globalement, en France, est plutôt, on recule chez les jeunes. Hein. Je lui dis, et tu trouves ça normal? Elle me dit, mais oui, mais oui. Je lui dis, ah bon? Et alors, explique-moi pourquoi est-ce que tu trouves ça normal? Elle prend le temps de réfléchir un petit peu, et elle me dit, ben, papa tape maman, mes sœurs sont toutes battues par leur mari, grand-papa, quand il arrive à se lever, il tape grand-maman, quand il arrive à se lever, il tape grand-maman. Vous imaginez un papy qui a du mal à se lever, il se lève péniblement pour aller taper sa femme comme il peut, quoi. Et donc, typiquement, quelqu'un comme ça qui a un schéma, on le verra un peu plus tard si on a le temps, méfiance et abus, c'est quelqu'un qui va déclencher quelque chose sur quelqu'un qui a par exemple le schéma tout m'est dû. Tout m'est dû, c'est tu fais ce que je te dis ou je t'en mets une. Ou bien ça, quoi, tout m'est dû. C'est moi le plus grand, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus haut. Et tu fais ce que je te dis ou tu paieras. Donc oui, il y a effectivement des schémas qui peuvent déclencher des schémas complémentaires chez l'autre, et c'est une forme de cercle vicieux, quoi. C'est une spirale un peu démoniaque, quoi, si vous voulez. Je réponds à la question, et je crois qu'il y avait d'autres questions. Mais pour moi, le plus frappant de tout ça, c'est que c'est inconscient. Pour elle, c'est normal, elle a 21 ans, c'est normal que son petit copain la batte, quoi. Elle ne se pose pas de questions, c'est normal.
il y a une chose que je trouve quand même dangereuse dans ce format. Ça me fait penser un petit peu par exemple, une femme qui est battue ou qui est maltraitée, qui laisse son mari, et ce mari va tout faire pour pouvoir l'éliminer. Et c'est ça, je trouve, qui est dangereux, parce que dans la société où on vit aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est qu'on a l'impression que cette personne m'appartient et n'a pas le droit de faire un autre choix. Donc, pour pouvoir assouvir vraiment à son désir propre, eh bien, on l'élimine. Et aujourd'hui, on voit ça. Et là, je trouve que c'est quand même dangereux d'avoir un petit peu ce genre de format. Voilà, une autre possibilité, effectivement, c'est la femme qui a le schéma méfiance et abus, parce qu'elle était abusée et battue, qui tombe amoureux des gens qui n'ont pas de limite. C'est un autre schéma, absence de limite. Et donc, quand je n'ai pas de limite, je vais faire n'importe quoi pour obtenir ce que je veux, y compris la violence, y compris les insultes, y compris le meurtre. Mais c'est un autre schéma. Oui ? Ma question serait, est-ce que aussi la personne qui a subi n'importe quel schéma, elle n'a pas cette tendance aussi à attirer justement ce type de personnes en fait. Mais oui, comme il y a des filles par exemple qui sont attirées par les bad boys. Vous savez, les gars qui sont un petit peu, je sais pas, l'air patibulaire, patibulaire, l'air un peu antipathique, quoi. Oui, en plus, j'ai beaucoup lu Picsou Géant, Super Picsou Géant. Enfin bon, pardon, on a les références culturelles qu'on peut... La capuche, l'air... les muscles, etc. C'est pas vraiment une démonstration de volonté de dialogue empathique, pleine de compréhension et de douceur, c'est autre chose. C'est plutôt le contraire. On est bien d'accord. Le message qui est envoyé, ça attire certaines filles. Mais c'est pas les filles que ça attire, c'est le schéma qui assujettit les émotions et l'intelligence des filles en question. Waouh, il est hot ce gars, il est chaud. Ouais. Puis après, ça se termine aux urgences ou à l'hôpital. Je continue. Un autre schéma. Je sais pas pourquoi il a quitté. C'est pas grave, on va avancer. On va pas voir tous les schémas évidemment, hein, mais on va en voir quelques-uns. Vous avez bien compris les 3 axes, reddition, surcompensation, évitement, mais dans tous les cas, le schéma est au centre, il est axial. J'ai une question qui vient de Zoom. Ne reproduisons-nous pas le schéma de l'éducation de nos parents ? Alors, c'est une question intéressante. Le schéma de l'éducation, l'éducation que nous avons reçue est centrale dans notre constitution psychologique et émotionnelle. Et ensuite, par rapport à elle, on peut choisir différentes pistes. Si on ne le pense pas, si on ne pense pas à cette question-là, si on ne prend pas le temps de la réflexion, de l'analyse, du travail, eh bien, on sera typiquement dans ces cas-là. Par exemple, si j'ai été battu par mes parents, je vais battre mes enfants. Ou bien, je ne vais jamais les battre. Ou bien, je ne vais pas avoir d'enfants, ça m'évitera d'avoir à me poser la question. Vous voyez un petit peu ? Donc, tant que je n'ai pas pris le taureau par les cornes, ça restera central et sera un pouvoir sur mon comportement et sur ma vie, qui est un pouvoir, à mon sens, démesuré. C'est un pouvoir qu'il faut reprendre. En fait, ce dont on parle cet après-midi, c'est d'une opération de reconquête. N'y voyez aucune tendance politique. Mais c'est une opération de reconquête du pouvoir dans nos vies. C'est bon pour les questions ? Encore une question ? Parfois, excuse-moi de dire ça, ça me peut... Parfois avec... Oui, il est allumé. Parfois avec le commandement « Honore ton père et ta mère », on a... enfin, en tout cas, dans ma génération, je ne sais pas maintenant, on a oublié de faire le point sur notre éducation, sur le bon et le mauvais qu'il nous avait apporté. Et c'est comme ça qu'on a un schéma dans la tête et qu'on le garde. Par contre, si on a bien compris le commandement « Honore ton père et ta mère », alors à ce moment-là, on peut réagir et réfléchir différemment. Mais j'avoue qu'en tout cas, dans ma génération, c'était très important, ce verset. Moi, j'ai entendu beaucoup dans ma famille, « Honore ton père et ta mère ». Quand on avait un petit peu de rébellion, « Honore ton père et ta mère ». Alors, tais-toi, quoi. Parce que tu dois honorer ton père et ta mère.
Oui, parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est quand même pas rien. Si tu veux hériter de la terre, que... En plus, j'avais oublié. Donc ça veut dire que parfois on nous a interdit de pouvoir faire le point sur tout ça. De questionner, de Oui, remettre en perspective, oui, absolument. Oui. Pour ma part, j'aime beaucoup cette parenthèse, pour ma part, ce commandement, honore ton père et ta mère, je n'en ai jamais parlé à mes enfants. Par contre, je prie Dieu régulièrement de m'apprendre à être un parent honorable. Et pour moi, c'est un commandement qui est avant tout pour les parents, pas pour les enfants. Le respect, ce n'est pas quelque chose que tu forces, c'est comme l'amour. Honorer quelqu'un, le respecter, ce n'est pas quelque chose que tu forces par une tyrannie verbale, par des abus spirituels. C'est quelque chose que tu dois conquérir par l'amour et la patience. Et ça, c'est autrement plus dur. C'est pour ça, réfléchissez bien avant de faire des enfants, ceux qui n'en ont pas, c'est... Si vous voulez faire les choses bien, et que vous avez reçu une éducation un peu comme la mienne, un peu à l'antillaise, un peu dure là, c'est une lutte, mais c'est une lutte qui vous fait grandir, on grandit. Et surtout, parlez-en à vos enfants. Moi, je parle à mes enfants. Je leur dis, voilà d'où je viens, voilà comment j'ai été éduqué, et voilà contre quoi je lutte pour ne pas vous infliger la même chose. Je leur explique tout, pour qu'ils aient l'occasion de comprendre ce que je vis aussi. Donc voilà, honore ton père et ta mère plutôt pour les parents, à mon sens, que pour les enfants. Oui, et puis peut-être aussi, c'est toute la richesse de la langue, et encore plus de la langue de la Bible. Qu'est-ce que je comprends par honore ? Si honore, c'est ferme ta bouche, tu n'as pas le droit de réagir à quoi que ce soit, on peut s'interroger. Par contre, honore, on peut le comprendre aussi dans le sens, prends-les au sérieux. Ce sont des adultes, ils font des choix, ils se crêpent le chignon mutuellement à longueur de journée. Tu n'es pas responsable de ça. Honore ton père, c'est prends-les pour des adultes. Ne deviens pas le père de tes parents. Ils sont grands, ils prennent leurs décisions, honore-les. Vos choix et votre liberté, elle est là. Mais vous n'avez pas le droit de m'imposer une manière, un schéma de pensée ou un schéma de vie pour l'éternité. C'est pas possible. Au contraire, le parent est là pour aider l'enfant à être suffisamment détaché de lui pour avoir sa propre autonomie de pensée, sa propre vie. Cela également est honorable. Merci beaucoup pour cet apport. Oui, je voulais rajouter, oui. Enfin, moi, honore ton père et ta mère, je le comprends comme fais-leur honneur. Maintenant, la question aussi à se dire, c'est, on va dire, est-ce que les parents sont honorables ? On va dire ça comme ça. Et avec des personnes, enfin, avec des parents honorables, enfin, c'est facile. Quand ils sont pas un peu, on va dire un peu honorables, c'est plus compliqué d'être quelqu'un. Oui, ça. Merci beaucoup. Ça me paraît extrêmement important ce que tu dis là. Il y a au moins une chose que je peux suggérer, que je mets en pratique, au moins c'est là je la fais. À défaut d'être le papa patient, tolérant et très ouvert que je voudrais être, au moins je parle à mes enfants et je suis honnête avec eux. Et je leur dis, je ne suis pas le papa super patient et hyper disponible, etc. que je voudrais être. Je leur dis. Et je pense qu'au moins ça, dire, bon, mais j'ai progressé par rapport à, ils voient que je progresse. Je pense que ça, c'est bien. Au moins, c'est honorable. Pour le reste, bon. Il y a des questions, est-ce que tu veux qu'on les laisse pour la suite ? Non, on peut les prendre, c'est pas très grave. De toute manière, il y a au moins une vingtaine de schémas là, je vais peut-être en faire 3 ou 4. Donc, on peut prendre les questions. D'accord. Alors là, on sera frustrés. Non, il ne faut pas être frustré, il faut acheter le bouquin. D'accord. Je touche une commission de 150% sur chaque livre. J'ai justement un stock. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de stock. Non, mais achetez le bouquin. Alors, juste avant la question, il y a ce bouquin-là, qui est le bouquin que j'aime beaucoup, parce qu'il est tellement simple, il est tellement profond, il est tellement accessible, facile à lire avec plein d'anecdotes, plein de vrais cas de vrais gens. C'est un vrai bouquin. Et puis pour ceux qui sont habitués à la littérature psychologique, etc., il y a ce qu'on appelle le livre qui s'appelle La thérapie des schémas. C'est beaucoup plus technique et c'est très intéressant aussi, mais c'est moins marrant à lire, quoi. Celui-là, je réinvente ma vie, je le conseille sans aucune réserve. Mais le deuxième, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, c'est La thérapie des schémas. Aussi, il y a des bouquins qui sont passionnants, comme L'intelligence émotionnelle. J'ai oublié la référence. Coleman, merci. Et puis, l'intelligence émotionnelle, c'est absolument génial. Et puis, Système 1, Système 2, de Daniel Kahneman, qui est vraiment un bouquin très intéressant sur les deux circuits de la prise de décision et de l'analyse. Un circuit rapide et un circuit lent.
sachant que le circuit lent est meilleur quand il s'agit d'être en profondeur que le circuit rapide, qui est plutôt dans la réaction. Système 1, système 2, passionnant. Intelligence émotionnelle, et puis la thérapie des schémas. En plus, je réinvente ma vie. Voilà, je vais bien prendre les questions s'il y en a. Alors, la première, si la personne face à nous n'accepte pas les défauts d'éducation dont il souffre, comment faire? On a déjà cassé les deux. Alors, je répète la question. Si la personne face à nous n'accepte pas les défauts d'éducation dont il souffre, comment faire? Ça rejoint ta question, non? Bon, je ne sais pas. Pour répondre à la question directement, je ne sais pas parce que c'est trop abstrait et c'est trop général comme question. Les cas sont tous différents. On peut suggérer des choses qui peuvent aider. Parfois, avoir un tiers qui dit la même chose que soi, ça peut aider. Par exemple, je connais un homme qui n'écoutait jamais sa femme et sa fille quand il s'agissait de conseils nutritionnels, jusqu'à ce qu'il fasse un accident cardiaque et qu'il ait un quintuple pontage coronarien. C'est sérieux, hein? Quintuple pontage, grosse opération au cœur, pour résumer, et que là, ils se mettent à dévorer les livres sur la diététique, sur le cholestérol, sur les oméga 3, l'huile d'olive et tout, etc., et qu'il retrouve tout ce qu'on lui disait avant. Mais comme c'était sa femme et sa fille qui le lui disaient, ça rentrait par là, ça repartait par là, mais ça ne restait pas au milieu. Voilà, parfois, nul n'est prophète en son pays. Parfois, il faut qu'une personne tierce. Alors maintenant, il y a défaut d'éducation et défaut d'éducation. Vous avez des défauts d'éducation qui vous amènent à cuire les pâtes d'une certaine manière et à rincer les pattes de votre mari. Bon, après 22 ans, on peut commencer à oublier éventuellement. Bon. Mais vous avez des défauts d'éducation qui peuvent mener à ce qui s'est passé en région parisienne il y a plusieurs années de ça, peut-être 10 ans, où un homme, un adventiste, a tué sa femme à coups de marteau. Vous êtes au courant de cette affaire-là? Devant les enfants. Alors si on pouvait ne pas donner les noms des églises. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a défaut d'éducation et défaut d'éducation. Vous voyez, ça dépend de quoi on parle. Si j'ai une tendance à me gratter le nez comme ça, parce que mon père se grattait le nez comme ça n'a pas le même sens que si je ne valorise jamais, je ne complimente jamais ma femme. Ça n'a pas le même sens et la même portée. Voilà, mais en tout cas, là, c'est clair que si ça génère des troubles et de la souffrance en permanence, si c'est structurant et structurel dans le couple, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. D'accord. Et si c'est vraiment un gros problème dans le couple, il faut savoir prendre un petit peu de recul, remettre les choses en perspective et se poser les bonnes questions. Voilà. Je ne peux répondre que de manière générale puisque la question était générale. D'accord. Cette personne aussi demande tes coordonnées. Donc, le pasteur Eugenio Romano, peut-être, joint au... Mais oui, c'est pas que, tu pourras lui donner. On n'a pas que des personnes de Montpellier. Tu pourras donner mon numéro de téléphone, tu l'as, oui, tu pourras donner. Ok, d'accord. Pas sur le chat, s'il te plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Tiens, j'ai donné mon micro si tu veux. Alors, juste une petite question pour savoir si, est-ce que vous savez si dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui ont ce type de schéma d'inadaptation précoce, enfin, s'il y a des chiffres ou... Si... Non, je ne sais pas. Pour répondre à cette question-là, je peux donner un avis qu'on peut oublier instantanément, qu'on peut mettre à la poubelle, parce que ce n'est jamais que mon avis. À mon avis, tout le monde en a dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Après, c'est un petit peu comme... une table de mixage, vous voyez, avec tous les curseurs. Il y a des schémas qui sont à un niveau très faible et qui sont donc quasiment inaudibles et imperceptibles. Et puis des schémas qui sont à fond et qui ont le contrôle complet de ta vie. Et donc, je pense que tout le monde en a à des niveaux différents. Personnellement, j'en ai facilement 3 ou 4. 3, au moins 4. Ça dépend des jours. Et quel spécialiste doit-on aller voir pour savoir quels sont les schémas que nous avons, parce que c'est pas évident, justement, comme c'est inconscient en plus, il faut aller voir un psychologue. Dans le bouquin, il y a des tests.
C'est comme ça que moi j'ai découvert que j'en avais plusieurs et que je les ai bien identifiés. Ouais, au moins 3, je pense, ouais. Je les ai bien identifiés grâce à ça. Et effectivement, ça, ensuite, quand tu te regardes fonctionner, quand tu te mets à l'extérieur de toi-même et que tu te visualises en train de fonctionner, tu te rends bien compte que tu as des trucs qui clochent. Mais ce qui est bon, je vous donne tout de suite le secret, je le répéterai à la fin, mais ce qui est bon, c'est que Jésus t'aime. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et comme Jésus m'aime, j'ai aucun problème, même si je suis pasteur, même si je suis adventiste, ce que vous voulez, j'ai aucun problème à dire qu'il y a une partie de moi qui est détraquée, ça n'a aucune importance. Jésus m'aime. Je n'ai pas besoin de faire comme si j'étais équilibré, équilibrant. Je travaille sur moi-même. Je n'ai pas besoin de prétendre quoi que ce soit. Jésus m'aime. C'est ça qui est beau, quand on étudie les schémas, on est vraiment en sécurité avec Jésus. Oui, mais ça devrait aller plus loin parce que j'ai un schéma très perturbant pour celui qui vit avec moi, mais comme Jésus m'aime... Alors, comme Jésus m'aime, j'ai toute la liberté de travailler. Voilà. Merci. Merci de préciser, de poser la question. Quand je dis Jésus m'aime, ça veut dire je n'ai pas besoin de me masquer la réalité. Je n'ai pas besoin de me mentir à moi-même. Je n'ai pas besoin de mettre le costume du chrétien ou le costume du juste ou le costume du sachant ou le costume du patriarche. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai rien besoin de prouver à personne. Et donc, je peux me dire, bon, ben, Jétro, tu as un gros problème de schéma au travail. Ah, voilà, au travail. Et c'est parce que Jésus m'aime que je peux le faire aussi facilement. Et oui, me mettre au travail aussi facilement. Mais au travail, il ne faut quand même pas l'oublier. Parce que c'est facile de dire, ben, je suis comme je suis. Hein. J'envoie tout le monde sur les roses, je suis insupportable. Ah ben excusez-moi, je suis comme je suis. Ah non, ça ne va pas du tout. Excuse-moi. C'est comme un jardin. C'est comme un jardin. Hein, les relations de couple, c'est comme un jardin. C'est beau un jardin, on aime s'y promener quand c'est beau. Mais quand c'est beau, il y a eu un sacré boulot en amont, pendant et après. C'est non-stop. Je sais, j'ai eu un jardin, quelle galère. Maintenant, j'habite en appartement, j'ai préféré laisser tomber. C'est du travail. N'espérez pas être heureux en amour ad vitam. Oh, si vous l'êtes, tant mieux. Hein. Si vous me mettez en faux, enfin, si votre vie dément mes propos, mais tant mieux, tant mieux. Mais de ce que j'ai vu dans les églises et dans les familles autour de moi et dans ma famille, c'est du travail. C'est de l'entretien. Même changer de caractère, faire évoluer, c'est du travail. Il suffit pas de... C'est pour ça que je pense que la religion, parfois, une certaine religion est contre-productive. Parce que précisément, on se met à genoux, on dit « Seigneur, change ma femme ». Le lendemain matin, on se réveille à Claudia Schiffer à côté. Elle est un peu vieille. C'est mes références de mon époque, c'est comme ça. Tu avais une question? Oui, je me disais, oui, Jésus m'aime, mais je pense aussi que c'est important de s'aimer aussi. Parce que c'est la phrase de Françoise qui m'a fait penser à ça. Parce qu'effectivement, Jésus m'aime, et comme elle dit, on peut dire, bon, bah, de toute façon, Jésus m'aime, je reste comme je suis. Mais si je m'aime, eh ben, je fais attention à moi, justement. Je fais attention à ce que les autres m'aiment, et comme tu dis, au travail, pour mon caractère, mes schémas, tout ça, pour être mieux avec moi-même, mais avec les autres aussi. Et parce que Jésus m'aime, justement, ben, je veux qu'il soit fier de moi aussi, et je me mets au travail, quoi. Je me mets au travail. Vous savez, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça au tout début, parce que, vous avez vu, j'ai été baptisé à 23 ans et j'étais pasteur à 25 ans. Et après, j'ai réalisé de quoi on parlait. Après seulement. Et quand j'ai réalisé de quoi on parlait, de l'amour de Jésus, de Dieu, etc., je me suis dit, j'y arriverai jamais. J'aime pas assez les gens. Je vois tous les défauts des gens. J'aime pas trop les gens, en fait. Hein? Et donc, jamais je serai chrétien, j'y arriverai jamais. En plus, pasteur, les gens s'imaginent que pasteur est un super chrétien. Mais c'est pas vrai. Regardez par exemple Jimmy, vous voyez bien. Blague à part, j'étais malheureux et j'étais un peu en crise avec moi-même jusqu'à ce que je me rende compte que je ne serai jamais au niveau, jamais, et que ça n'est pas ça qu'on me demande. Parce que Jésus a été au niveau une fois pour toutes. Ce matin, on l'a très bien vu pendant l'école du sabbat, à ma place, et que moi, ce qu'il me demande, c'est
non pas de dire je suis comme je suis et puis je bouge pas d'un millimètre, mais je suis accueilli avec bienveillance par un Dieu qui ne se fait aucune illusion sur moi-même. Zéro illusion. Je peux, moi, vous induire en erreur en me faisant passer pour quelqu'un de, surtout si vous avez bu, pour quelqu'un de spirituel et de sympathique, etc. Mais Dieu, je ne peux pas l'induire en erreur. Et malgré tout, il m'accueille avec bienveillance. Et s'il m'accueille avec bienveillance, de quel droit est-ce que je serais plus royaliste que le roi? Donc si lui m'accueille avec bienveillance, je peux m'accueillir même dans ma médiocrité avec bienveillance et avancer, grandir ensuite. Et par conséquent, je suis encore plus en mesure d'accueillir mon époux, ma femme, mon fils, ma fille, mon frère de l'église, ma sœur, dans sa médiocrité et d'avancer avec lui plutôt que d'être dans le jugement ou bien d'être dans une dynamique sociale où chacun est obligé de porter un masque et d'être un propre juste, self-righteous, propre juste, c'est ça en français? Voilà. Plus de questions? Si, il y en a plein. Bon, bah allez-y, Il y en a allez-y. plein sur le Zoom, là. Non, on est au premier schéma là pour l'instant, mais bon. Tu voulais poser une question, Jimmy? Je voulais dire qu'on parle de l'éducation familiale, mais les familles vivent dans des sociétés. Et je crois qu'il y a des traits de société qui varient d'une époque à l'autre peut-être, et qui impriment aussi leur marque sur les familles. Je me souviens, tu parlais ce matin de cette dame à qui on n'avait jamais permis de passer le permis de conduire. Ma mère, en Espagne, donc le sud de l'Espagne, non seulement elle n'a jamais eu le droit de faire le permis de conduire, mais il était complètement interdit à une femme d'apprendre à faire du vélo. Parce que c'est les femmes de mauvaise vie qui montent sur un vélo, parce qu'il faut, voilà, il y a une position qui est, voilà. Donc, et pourtant, mon grand-père et ma grand-mère, c'était des braves gens. Il n'y a jamais eu de violence chez eux, il n'y a pas. Mais c'était la culture, le contexte qui faisait qu'ils croyaient bien faire en inculquant ça, et c'était une erreur. Et c'était une erreur. On s'en rend compte. Et alors la question, c'est quelles sont les erreurs que nous commettons, nous? Et que nos enfants réaliseront dans peu de temps. Clairement, clairement. Il y a, en plus de cela, merci beaucoup, c'était très intéressant, il y a également ce qu'on appelle la dynamique transgénérationnelle. Alors, il y a une discipline de la psychologie que je n'ai pas étudiée du tout, hein, mais dont j'ai entendu parler, je trouvais ça intéressant. C'est la psychologie transgénérationnelle. Et donc, pour être très, très caricatural et résumer beaucoup, c'est étudier les traits marquants d'une lignée, d'un arbre généalogique. Et il y a des petits symboles, des petits carrés qui symbolisent un mariage, des petites croix qui symbolisent un divorce, un point d'exclamation qui symbolise un suicide ou un accident. Et puis quand vous regardez l'arbre transgénérationnel d'une famille, vous vous rendez compte qu'il y a des motifs qui se répètent aussi. D'où le verset de la Bible qui dit que Dieu punit l'iniquité des fils sur les pères. Ça rentre en contradiction complète avec Ézéchiel 18. Et Ézéchiel 33 qui dit que c'est celui qui pêche qui mourra. Mais c'est plutôt quelque chose qui exprime le fait qu'il y a des conséquences transgénérationnelles à certains comportements. Prenons un exemple tout simple. Les punitions corporelles. Moi, il y a peut-être 5 ans de ça, j'ai arrêté de donner la fessée à mes enfants. Sur l'impulsion de ma femme. Sur l'impulsion de ma femme. Moi, je trouvais ça très bien de donner la fessée aux enfants. Ça ne te faisait pas trop mal. Si, mais j'avais des gants en titane. Des gants en titane. Je suis guitariste. Il faut que je fasse attention à ce que je fais, hein, mon frère, quand même. Ma femme, qui est en passe d'être éducatrice de jeunes enfants, elle m'a fait changer, quoi, si vous voulez, pour aller vite. Et je me suis rendu compte déjà qu'il y avait un côté violent à la chose le jour où j'ai arrêté complètement de le faire. Parce que finalement, dans certains cas, même si je pensais, moi, le faire avec toujours une maîtrise, du calme et de la justesse du père de famille, etc., quand j'ai arrêté de leur mettre des fessées, parfois j'avais bien envie de leur mettre une quand même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intéressant qu'on se place dans une lignée transgénérationnelle parce que ma mère, elle, était punie comme les esclaves. Vous savez, à genoux sur une râpe au soleil. Une râpe. Bon. Je vois des jeunes, je m'inquiète pour les jeunes.
à genoux sur une râpe au soleil avec une pierre dans chaque main. Et quand le papa ou la belle-maman n'entendait plus le bruit de la pierre, c'était les coups de ceinture dans le dos. C'était les esclaves qu'on punissait comme ça, vous savez ça? Oh, vous savez pas? Moi, je vous dis, c'était les esclaves. Moi, ça a été mieux, j'ai juste pris quelques coups de ceinture. 2-3 claques, quelques coups de ceinture, moins que mes frères et sœurs, parce que... Plus rapide. Je suis le dernier. Plus rapide. Tu parles d'expérience. Oui, mes parents avaient 5-6 enfants déjà. Enfin bon, je suis le 6e. Oui, donc tu trouvais que tu faisais mieux qu'eux déjà. Non, ils étaient fatigués. Non, mais je veux dire, toi en donnant la fessée, c'était déjà un progrès énorme. Ah, mais c'était un progrès énorme. J'ai pris des coups de ceinture. Et oui. Des coups de martinet. Vous avez connu le martinet? Oui, bien sûr. Alors le martinet, c'est une sorte de fouet avec plusieurs lanières. J'ai pris des coups de ceinture, des coups de martinet, mais moi, j'ai été peu battu par rapport à mes frères et sœurs, qui eux en ont pris plein la tête. Et mes parents ont fait beaucoup mieux que ce qu'ils ont reçu eux. Et donc, j'ai appris à être reconnaissant à mes parents, non pas de m'avoir battu, mais reconnaissant de nous avoir donné beaucoup mieux que ce qu'ils avaient reçu. Et j'ai donné beaucoup mieux que ce que j'ai reçu, jusqu'à arrêter il y a 5 ans. Et j'ai bien fait, puisque la loi interdit maintenant de fesser les enfants depuis 2 ans, peut-être, je sais pas. Depuis pas longtemps, quoi. Mais jusqu'à arriver à arrêter complètement la violence physique. Donc c'est intéressant de se lire dans une lignée transgénérationnelle. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait